Construire ensemble, le podcast qui partage de l'expérience. Bonjour la République démocratique du Congo, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Notre réflexion du jour se porte sur un sujet crucial, l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Je vous propose de réfléchir sur cette question à travers un prisme un peu différent. Notre volonté est de contribuer à la réflexion collective qui recherche comment matérialiser la prospérité globale pour qu'elle se traduise en action dans chaque communauté humaine. Selon le rapport mondial 2018 sur la pauvreté et la prospérité, la RDC se place dans le top 5 des pays comptant le plus grand nombre d'extrêmes pauvres dans le monde. Comment transformer une telle réalité? Quand bien même arriverions-nous à trouver le chemin du bon écolier selon les indicateurs économiques, aurions-nous réussi à ouvrir la porte du génie créateur qui propulse une communauté humaine vers l'accomplissement d'un destin qui fédère et permet l'épanouissement du plus grand nombre? Ici, l'envie irrésistible de poser la question suivante se fait sentir. L'autosuffisance alimentaire en RDC peut-elle être une expérience au service de l'unité? Albert Einstein disait « La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. » Les partages d'apprentissage que nous proposons de découvrir nous donnent à penser que si nous voulons ouvrir la porte de notre génie créateur au niveau communautaire le plus large, le plus inclusif, peut-être devons-nous apprendre à nous regarder non plus comme étant en retard par rapport à tel ou tel modèle, mais plutôt de percevoir chacun d'entre nous comme des acteurs potentiels, en recherche, pour nous organiser selon un nouveau paradigme. Pour alimenter la réflexion, faisons l'expérience de manière intuitive d'appréhender la qualité de vie individuelle et collective à travers le prisme de l'unité. Nous allons mettre en lumière des échantillons de vie communautaire à travers ce prisme de l'unité. Il sera une sorte d'indicateur de sens recherché pour appréhender la complexité qui permet de nuancer la qualité de vie en résultat palpable pour l'ensemble d'une communauté. À travers la recherche de cet indicateur, nous allons observer ce qui est mis en place pour l'atteindre. Nous sommes à l'est de la RDC. Commençons par partager l'expérience de 3 villages qui proviennent de territoires différents situés dans la province du Sud Kivu. Le premier, Tchandjavu, du territoire de Walungu. Le deuxième, à 90 km de Tchandjavu, Kiringié, du territoire d'Uvira. Et le troisième, situé à 250 km de Tchandjavu, Makama, du territoire de Fizi. Dans ces 3 villages, une initiative agricole est expérimentée sur 6 hectares. L'initiative s'inscrit dans un processus d'apprentissage qui expérimente un développement communautaire qui se construit pas à pas, en conscience, pour rechercher à bâtir une cohésion sociale au sein de la communauté. En septembre 2020, à commencer au début de la saison culturale, l'établissement de germoirs d'aubergines, d'oignons et d'artémisia, qui est une plante médicinale. Cette initiative a été motivée par la crise sanitaire de la Covid-19. L'idée est d'anticiper l'impact de la pandémie mondiale sur la hausse des prix des denrées alimentaires en contribuant à une dynamique d'autonomisation par la création locale d'un accès direct aux semences de manière constante. Cette action est accompagnée par la Fondation Erfan Connaissance, une fondation d'inspiration bahaï
qui travaille en consultation avec les communautés de ces 3 villages pour développer de nouvelles capacités. Durant ces consultations, une question était au cœur du processus. Comment créer de nouveaux apprentissages qui contribuent à la sécurité alimentaire pour aider nos communautés à prospérer de manière globale? Précisons d'emblée que le concept de prospérité globale signifie ici que la prospérité de chaque individu, de chaque famille, de chaque peuple devrait se trouver dans le bien-être de tout le genre humain. Les objectifs recherchés dans l'établissement de ces nouveaux germoirs sont d'apprendre comment marcher ensemble pour secourir aux besoins alimentaires de la communauté, comment promouvoir de nouvelles cultures dans le village, comment établir 2 banques de semences à Tchandjavou et Kiringhié, et comment ouvrir une pharmacie communautaire à Makama, le 3e village, partie prenante à l'initiative. Avant d'aller plus loin, faisons un petit point visibilité sur le nombre de familles et de personnes impliquées dans les échantillons de vie communautaire que nous partageons. L'expérience pour réaliser la banque de semences à Tchandjavou implique 522 personnes, soit 87 familles sur un total de 700 familles pour tout le village. Donc 12% du nombre total des familles du village sont impliquées dans cette action sociale. L'expérience pour réaliser la banque de semences à Kiringhié implique 355 personnes, soit 75 familles sur un total de 503 familles pour tout le village. Donc 15% du nombre total des familles du village sont impliquées dans cette action sociale. L'expérience pour réaliser la pharmacie communautaire à Makama implique 250 personnes, ce qui représente 51 familles sur un total de 105 familles pour tout le village. Donc 48,5% du nombre total des familles du village sont impliquées dans cette action sociale. Ce que nous voulons comprendre, c'est comment ces villages apprennent à construire une croissance qui produit une prospérité globale. En 2017, alors que nous sommes aujourd'hui en février 2021, dans le village de Tchandjavou, un processus de développement communautaire prend peu à peu une nouvelle ampleur. En fait, depuis plusieurs années, grâce à un programme d'action pour une éducation multidimensionnelle, c'est-à-dire une éducation à la fois spirituelle, intellectuelle, physique, dont la finalité est tournée vers le service dans une dimension de pureté d'intention, Tchandjavou devient un terrain propice où le niveau de conscience s'éveille. Effectivement, on ressent ce résultat de manière palpable en 2017. Plusieurs individus de la communauté veulent apprendre à vivre l'unité à un nouveau degré de réalisation. Le programme multidimensionnel qui permet de contribuer peu à peu à cette transformation encadre les enfants, les préadolescents, les jeunes et les adultes avec une approche qui promeut la participation universelle. En clair, chaque volontaire est accueilli sans préjugés de sexe, de religion, de croyance, d'appartenance ethnique ou de catégorie sociale. Cependant, alors que de nombreuses capacités se développent et offrent de nouvelles ressources en capital humain, pouvant à leur tour accompagner de plus en plus de volontaires, les jeunes en âge de travailler sont confrontés à la réalité de subvenir aux besoins matériels de leur famille. C'est pourquoi, en 2017, un nouveau défi se pose. S'il n'y a pas d'activité créatrice de revenus au village, comment maintenir les ressources humaines lorsqu'elles sont en âge de travailler? D'ailleurs, la plupart de ces jeunes prennent l'option de quitter le village pour émigrer vers les carrés miniers pour produire un revenu
et pourvoir aux besoins matériels de la famille. Devant ce défi matériel et dans ce contexte d'éveil propice à l'unité, à ce moment-là, un accompagnement technique est proposé par la Fondation Erfan Connaissance. Il s'agit d'une formation spécifique destinée aux volontaires désireux de servir comme promoteurs de bien-être communautaire dans le domaine agricole. La technologie transmise est celle des cultures diversifiées à haut rendement. Aujourd'hui, en 2021, on constate que le village de Tchandjavou a vécu une accélération dans sa construction communautaire depuis 2017, notamment grâce au transfert d'une nouvelle technologie. Et par ailleurs, on constate aussi que sur le total des 700 familles du village, 500 sont impliquées dans les activités de construction communautaire grâce au programme d'éveil multidimensionnel et que parmi ces 500 familles, 300 expérimentent la nouvelle technologie des cultures diversifiées à haut rendement dans des initiatives individuelles et collectives. Mais aussi, comme nous l'avons montré au début, depuis septembre 2020, 87 de ces familles s'impliquent dans la création d'une banque de semences à Tchandjavou. Aujourd'hui, les récoltes produites selon la technologie des cultures diversifiées à haut rendement produisent de bons résultats. Parce que les jeunes adultes ont accès à de nouvelles capacités pouvant produire de nouveaux revenus au sein du village. Cette technologie a des avantages pratiques avec une méthode adaptée aux communautés locales, qu'elles soient rurales ou urbaines. Et à ce stade, je vous propose d'énumérer quelques avantages des cultures diversifiées à haut rendement. Tout d'abord, elles se basent sur des récoltes échelonnées et de ce fait, elles produisent un revenu constant avec un rendement de production plus élevé. Ces cultures sont produites dans un espace gérable pour une famille ou pour un petit groupe de voisins. La diversité des cultures permet la polyculture qui donne des résultats de qualité significatifs au niveau agronomique, économique, environnemental et nutritionnel. L'accompagnement propose un accès facile aux techniques agricoles pour pratiquer les semis, les systèmes d'irrigation appropriés, l'engrais organique liquide, les composts familiaux. De plus, on utilise des clôtures vivantes en utilisant les arbres fruitiers pour produire d'autres sources de revenus. La diversité des cultures pousse naturellement à essayer de nouvelles cultures prometteuses dans les communautés locales. Mais au-delà, la dynamique d'accompagnement consolide le tissu social par les travaux communautaires, les réunions communautaires, les visites aux familles des agriculteurs, les réunions dévotionnelles qui signifient réunions de prière et de méditation. Cette technologie adaptée devient un outil éducatif qui facilite la diffusion de connaissances et développe de nouveaux apprentissages avec les stagiaires et les promoteurs du bien-être communautaire qui se multiplient. Du coup, cette technologie impulse une approche d'apprentissage collectif via les espaces et les visites dans les parcelles diversifiées à haut rendement. Elle offre aussi un regard technique, par exemple sur la gestion des mauvaises herbes, car il y a des mauvaises herbes nobles qui facilitent la fertilisation des sols et qui luttent contre les ravageurs. De même qu'elle capitalise sur la gestion des insectes, car il y a les insectes nobles qui facilitent la pollinisation des plantes et qui luttent contre d'autres insectes. C'est ce que l'on appelle la lutte biologique. Et parallèlement, sur 2017-2018, à 15 km de Tchandjavou,
une expérience voit le jour autour d'une banque de semences communautaires dans le village de Nchimbi. Cette expérience devient une source supplémentaire d'apprentissage pour la communauté de Tchandjavou. À Nchimbi, on compte 203 familles, dont 193 sont impliquées et ou connectées à la banque de semences communautaires, soit 95% des familles. On observe ici une dynamique de transfert des capacités visant la prospérité globale. Elle se traduit dans l'effort mutuel qui est mis en œuvre dans ce territoire. Voyons. En effet, d'une part, on a 385 familles issues de 4 villages voisins très proches eux aussi de Tchandjavou: Muhumba, Karwa, Roulongué et Kalirine. Ces villages sont impliqués ou connectés à la banque de semences de Nchimbi. Ceci porte le nombre de familles connectées à un total de 580. D'autre part, cet accompagnement est bien mutuel, car ces villages voisins bénéficient également du transfert des capacités liées à la technologie des parcelles diversifiées à haut rendement, qui lui avait commencé dans le village de Tchandjavou aussi en 2017. Et aujourd'hui, on capitalise dans les villages voisins, car parmi les familles impliquées, on compte 115 familles qui ont un accès direct à la banque des semences communautaires et qui pratiquent dans leurs activités agricoles la technologie des parcelles diversifiées à haut rendement. C'est donc dans le contexte de la pandémie du Covid-19 que tous ces apprentissages capitalisés permettent de maintenir la présence des ressources humaines dans les villages, d'obtenir des résultats concrets sur l'augmentation sensible des revenus, sur la baisse des prix des denrées au marché, sur la qualité nutritionnelle dont bénéficient les individus de la communauté avec la diversité des aliments qui se retrouvent dans l'assiette des repas au quotidien. Forte de tous ces apprentissages et transferts de capacités, la communauté de Tchandjavou recherche à renforcer l'aspect durable du processus en créant à son tour une banque de semences communautaires localisée dans son village. Et consciente de sa responsabilité, elle s'ouvre au transfert de ses apprentissages en rayonnant sur d'autres territoires. Rappelons-nous, sur le territoire d'Ouvira, dans le village de Kiringuié, et sur le territoire de Fizi, dans le village de Makama, qui veut répondre aux besoins de sa communauté en créant une pharmacie communautaire. Dans cette pharmacie communautaire, les plantes médicinales auront toute leur place et un apprentissage scientifique lié au patrimoine culturel immatériel de la communauté pourra aussi se développer. Profitons pour dire que ce type d'expérience se développe dans plusieurs provinces en RDC. D'ailleurs, elles se capitalisent ces expériences sur les accompagnements mutuels au-delà des territoires et des provinces. Le but de ce processus est d'arriver au stade où la cohésion sociale prend sens dans la réalité autour d'actions sociales multiples et variées. Cela nous amène à un nouvel élément capital. Il s'agit de la diversité et de la participation universelle. On constate que dans tout ce processus, la construction d'une bonne fondation se réalise grâce à l'implication centrale des chefs coutumiers, des chefs des différentes religions, des individus de différentes croyances et catégories sociales sans discrimination de genre. Et c'est cela qui est expérimenté. Sur base de ces résultats, nous nous sommes posé la question: quels sont les facteurs identifiés comme déterminants pour propulser un processus de construction communautaire qui a un impact sur l'épanouissement à la fois matériel et spirituel d'une communauté? Premier facteur, une action sociale. Une action sociale qui contribue à l'autosuffisance alimentaire avec une technologie accessible qui favorise la croissance des revenus. Selon le constat,
Cette action sociale apporte une stabilité géographique des ressources humaines en répondant aux besoins économiques qui permettent d'améliorer la qualité de vie matérielle. Le deuxième facteur déterminant est celui des institutions traditionnelles. Ces institutions se basent sur l'autorité des chefs coutumiers au niveau local. On peut déduire qu'il s'agit d'un atout central pour que cette dynamique prenne l'ampleur voulue dans les vastes contrées de la RDC. En effet, l'accès aux terres est un facteur prioritaire et dans ce sens, les chefs coutumiers ont un rôle prépondérant. Au vu de ce qu'ils observent au fur et à mesure de la transformation de leur communauté, dans la matérialisation de la cohésion sociale, dans le niveau de conscience collective qui aspire à se responsabiliser pour répondre à ses besoins, l'autorité coutumière ou locale assume son rôle avec conviction et conscience, de manière impliquée et volontaire, en accordant à la communauté l'accès aux terres cultivables. Le troisième facteur, et non des moindres, est la volonté de construire un processus où la dimension spirituelle se vit dans la pratique au quotidien. Par exemple, elle se matérialise en partageant des écrits inspirés. Notamment pendant les réunions de réflexion communautaire, la méditation, la prière et le partage d'écrits impulsent une dynamique créatrice qui élève les esprits et aspire à répondre aux besoins en proposant des solutions durables. Enfin, le quatrième facteur est celui de la participation universelle au processus de développement. L'approche inclusive et l'ouverture sur la diversité permet aux volontaires du village d'acquérir des qualités et des capacités pour matérialiser une civilisation qui fonctionne selon un paradigme en recherche d'unité et de prospérité globale. Et qu'en est-il de cette dynamique dans un milieu urbain? Partageons quelques expériences récentes en prenant quelques échantillons de vie communautaire tirés de la ville de Goma, la ville chef-lieu de la province du Nord Kivu. Notre échantillon se compose de 351 familles impliquées. Il touche ainsi 1755 personnes. Dans plusieurs quartiers de Goma, l'expérimentation se matérialise en s'appuyant sur une action sociale construite autour des écoles communautaires d'inspiration bahaï. Ces institutions opèrent comme un centre d'intense activité dans la vie du quartier. Ces écoles communautaires sont des terrains où germe de manière organique une réflexion avec les familles. C'est dans ce cadre que l'on constate un accompagnement mutuel autour de l'expérimentation de jardins urbains, selon la technologie des parcelles diversifiées à haut rendement. Sur les avenues voisines de l'école, les familles mettent en valeur les espaces qu'elles détiennent, soit dans leur concession, soit dans leur entourage. La majorité des enseignants et des élèves des écoles communautaires habitent ces quartiers. Du coup, l'éducation participative et l'énergie des jeunes se révèlent être un canal privilégié qui permet aux familles volontaires de participer à cette dynamique d'autosuffisance alimentaire. Ces familles expérimentent ensemble comment matérialiser une prospérité inspirée par la réalité de son micro-environnement. Ici aussi, on relève que le processus de cohésion sociale était déjà en marche. C'est ainsi que les acteurs recherchent à expérimenter un mode de fonctionnement pour engendrer de nouveaux résultats de prospérité globale. En se mobilisant de manière inclusive, les acteurs ouvrent un portail pour que fleurissent de nouveaux apprentissages d'action selon un mode de fonctionnement où l'épanouissement de la vie matérielle et spirituelle s'expérimente. On pourrait peut-être dire qu'en rassemblant toutes les bonnes volontés, les acteurs mettent en valeur l'énergie des jeunes qui s'avère un carburant puissant dans le processus, l'accompagnement technique comme outil du savoir au service d'un savoir-faire, et les réunions de réflexion communautaire comme un espace où la méditation, les prières et les enseignements éveillent et nourrissent l'esprit et la conscience des hommes. À la lumière des expérimentations rurales et urbaines, nous ressentons le besoin de formuler au mieux de notre compréhension
le nouveau paradigme qui s'expérimente en progressant de façon organique. Sur base des expériences, on constate que le nouveau paradigme appelle un nouvel ordre de fonctionnement des choses. Tout d'abord, la compétition pour des intérêts individualistes donne place à l'accompagnement mutuel dans une dynamique de coopération pour atteindre un épanouissement individuel et collectif. Ensuite, nous voyons que les préjugés, les stéréotypes, les croyances limitantes donnent place à la participation universelle animée par la recherche indépendante d'une vérité qui répond aux besoins à un moment donné dans un micro-environnement donné. Mais aussi que le matériel comme finalité donne place à une recherche d'équilibre entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle nécessaire au bien-être humain. Ce nouveau paradigme, dans cette dynamique communautaire, il se construit de façon organique, c'est-à-dire qu'il permet que chaque solution mise en action se développe pas à pas, au fur et à mesure des besoins identifiés, et en s'appuyant sur des capacités qui se génèrent pour produire une nouvelle réalité inhérente au sein même de la communauté. Enfin, il apparaît pertinent de garder à l'esprit que tout apprentissage s'acquiert grâce aux défis qui seront relevés. Et lorsque le cercle vertueux émerge, on discerne qu'il se base sur une cohésion sociale consciente, vécue comme un cadeau à préserver grâce à sa dimension spirituelle, qu'il se base sur une action sociale outillée de techniques accessibles dans le respect des écosystèmes minéraux, végétaux, animaux et humains, et qu'il se base aussi sur un objectif commun, celui de créer une prospérité globale. Avant de conclure notre réflexion, permettez-moi de vous partager cette dernière question qui a été posée aux acteurs de terrain que l'on appelle les promoteurs du bien-être communautaire. Au-delà de tous les apprentissages que nous venons de partager, au fur et à mesure de l'expérience acquise, quels sont les points auxquels il faut faire attention pour garder le cap d'un processus de croissance organique? Selon leur lecture, par exemple, on évite de commencer par des projets trop ambitieux qui absorberaient les énergies vers des défis pour lesquels les capacités ne sont pas encore développées au sein de la communauté. On évite aussi de choisir des technologies qui dépouilleraient la communauté de son patrimoine culturel immatériel sur ses apports bénéfiques. Par exemple, en intégrant les connaissances traditionnelles qui respectent chaque écosystème, on diminue le risque de fragmentation communautaire et cela aide à privilégier un développement organique harmonieux. Et enfin, on évite de rechercher à recourir à des subventions financières externes comme devenant des conditions inhérentes pour se mobiliser avec attention et dévouement. En conclusion, et oui, nous y voilà, dans notre réflexion du monde après Covid et de cette conscience émergente qu'il se construit ici et maintenant, l'autosuffisance alimentaire en RDC peut-elle être une expérience au service de l'unité? Sur base de l'échantillon des expériences communautaires partagées, il semble bel et bien possible de construire une cohésion sociale dans un environnement rempli de défis sociaux, économiques et sanitaires. Pour ce faire, les apprentissages présentés nous enseignent qu'il est essentiel de faire le pont entre le résultat matériel recherché et la dimension spirituelle nécessaire pour que toute réalité se matérialise avec bon sens. Le bon sens d'une communauté s'épanouit au sein d'un village ou d'un quartier dans un vécu qui se construit de manière organique, cohérente et systématique, comme une nouvelle stratégie de développement économique et social. De manière organique, cela signifie que la construction communautaire se réalise au fur et à mesure des capacités,
des connaissances et des ressources qui se disponibilisent petit à petit au gré des accompagnements pour répondre aux besoins identifiés par les parties prenantes. S'il est vrai que le défi semble élevé, tant la solidarité et la coopération appellent bien souvent à manifester la qualité de la résilience dans nos actions, il est interpellant de constater qu'au fur et à mesure des résultats grandissants, la recherche d'harmonie entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle semble opérer dans ces communautés comme un catalyseur de l'unité. L'unité, cet indicateur de sens pour notre réflexion, ne permet-il pas de comprendre comment, dans une approche créative locale, nous sommes à la fois capables de respecter la diversité tout en créant une identité collective? Sur une question ouverte, toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce podcast, nous vous laissons dans l'espoir de lire vos partages, vos expériences et vos compréhensions dans les commentaires ci-dessous. On en a besoin pour avancer plus loin. Et puis, si le développement communautaire et la prospérité globale sont des thèmes qui vous interpellent, restons ensemble. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche des notifications et diffusons ce podcast. À bientôt!